Une euphorie. Hein. Alors là, vraiment, on a un dérèglement au niveau du cerveau, du système nerveux. C'est-à-dire que le cerveau répartit les influx nerveux dans 3 systèmes nerveux différents. Sympathique, parasympathique et entérique, très liés aux intestins. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça devrait suffire. Et à un moment donné, quand vous avez des influx nerveux déréglés, parce que, encore une fois, le système devient pulsionnel, vous avez une alternance très forte d'excitation et d'inhibition, très forte. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir des comportements dans les troubles bipolaires, pour faire court, pour qu'on puisse un petit peu les voir, les passer en revue. Des comportements où vous allez vous lever le matin, vous dormez moins, vous n'êtes pas fatigué, quasiment pas fatigué, vous êtes excité en permanence, vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit sans jamais pouvoir les arrêter, souvent une logorrhée importante, vous parlez, et ça va durer 10-15 jours comme ça, où vous êtes bien, voilà, vous riez, vous êtes bien, et ça va être suivi d'une chute impressionnante du moral, où vous allez toucher le fond, et là, il n'y a plus rien, là, tout est vide, tout est triste, tout est mort. Je vais ressortir ma photo, c'est exactement ça. Si j'ai choisi cette photo, malgré que j'arrive pas à l'agrandir, que je suis bien embêté, je vais trouver un autre moyen, je vais blouser mon ordinateur, et voilà. Hop, non mais, c'est pas l'informatique qui me commande. Là, vous avez vraiment une situation d'effondrement psychologique où finalement vous perdez totalement le sens de votre vie. Vous ne savez plus à quoi vous servez, vous ne savez plus quel est le but de votre vie. Voilà, vous êtes né, mais vous ne savez même pas pourquoi. Voilà, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres, mais c'est un effondrement psychologique. Et est-ce que j'ai des indications à vous donner? Ça passe par une baisse de l'estime de soi avec une tendance excessive à la dévalorisation et la culpabilité. Donc vraiment, on est moins que rien. Une grande tristesse qui s'accompagne souvent de pensées morbides, une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités habituelles. Qu'est-ce qui me fait? Vous voulez changer de jeu de couleur? Absolument pas. Quand je vous dis que c'est incroyable, c'est tout seul. Une baisse de la libido, en général assez importante. Une perte de poids par diminution de l'alimentation, puisqu'effectivement, quand on perd la saveur de l'existence, saveur, ça vient de sapere, ça vient de goûter, sapere, voilà, en latin. La saveur de l'existence, c'est ce qui donne le goût de l'appétit. C'est ça la cuisine, quand on est tous ensemble, ça redonne goût à la vie. Une insomnie avec une grande fatigue, un ralentissement de l'activité physique avec repli sur soi. Donc il y a toutes ces choses-là. Une baisse de l'attention et de la concentration. Je voulais en parler avec vous, mais je ne sais même pas si j'aurai le temps. Par contre, l'attention, on en parlera la prochaine fois, parce que information et surinformation, le système attentionnel, il faut absolument que vous en preniez connaissance, pour que vous puissiez au moins vous préserver, vous ou vos proches, ou essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, donc en psychiatrie, alors là, on a les symptômes de manie. Donc la manie, là, on a vraiment un excès très fort. Hein. Donc là, c'est la folie des grandeurs, hein. C'est un excès de confiance en soi, les grands projets, on va révolutionner... Mais il va arrêter de m'embêter. Bon, excusez-moi, je vais l'enlever. Voilà. Donc une euphorie excessive, une réduction importante du temps de sommeil sans aucune fatigue. Donc ça indique bien que vraiment le cerveau est déréglé, parce que là, on parlait de la conscience de la douleur dans le cortex insulaire. Là, il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus. Donc une activité physique très importante. Une accélération psychique, la pensée va très vite. On passe du coq à l'âne dans une logorrhée impressionnante. Par exemple, j'avais vu une dame sur internet, mais je ne vous ai pas amené la vidéo, qui disait papi, papo, je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi, toutes sortes de mots qui sont débités les uns après les autres. D'ailleurs, je crois que j'ai un exemple à vous montrer. Alors, ne m'en veuillez pas, hein, c'est encore une fois rigolo, mais je ne juge pas, hein, je préfère vous le préciser. Alors, je vais quand même vous le montrer. Là, les gens qui sont autour d'elle se moquent. C'est bon rigoler les condés quand tu vas voir tout ça. Elle est où le problème? On veut faire un total de quoi? Un total de quoi? Ma voiture elle coûte plus cher que la sienne. Vous allez votre gueule.
Voilà. Bon, je fais court parce que... Bon, et vous n'avez pas entendu tout le vocabulaire, j'ai arrêté à la moitié. Je préfère pas. Donc vous avez des mots extrêmement gras, extrêmement vulgaires. Mais cette dame, encore une fois, on voit qu'elle en souffre parce que non seulement elle est jugée par les autres, donc les autres se moquent d'elle, donc ça vient surajouter de l'huile sur le feu, puisqu'elle essaye de se défendre. C'est vraiment un tempérament défensif, là. Et elle en souffre, mais malgré tout, on voit qu'il y a une totale perte de contrôle du tempérament. Donc, bon, c'est une phase d'euphorie dans la colère, mais vous avez la même logorée, mais je veux dire, sans forcément la colère qui va avec. Voilà, vous parlez avec une personne, et puis ça va partir en déroute. Donc, une augmentation de l'appétit sans prise de poids, parce que c'est des personnes qui sont très nerveuses, donc elles dépensent toute cette énergie. Une accélération psychique, on l'a vu. Une désinhibition comportementale avec un désir sexuel accru. Des dépenses excessives, des goûts dispendieux, enfin beaucoup de dépenses. Une augmentation des tendances au jeu. Par exemple, quand on a vu que certains antidépresseurs, mais là je ne juge pas, hein, ce n'est pas mon domaine d'application, pouvaient provoquer des addictions au jeu. Vous vous rendez au casino, vous devenez impulsif, vous jouez jusqu'à la ruine. Vous perdez le contrôle. Une irritabilité importante avec un comportement provocateur, voire agressif. Donc on voit que là on est totalement dans cette optique-là. Hein. Là on ne s'est pas trompé. Et je pense que bon, il faut quand même penser à un traitement au lithium pour essayer de mesurer les émotions. Il faut quand même essayer de trouver un thymorégulateur. On appelle ça des thymorégulateurs pour essayer d'aider ces personnes, ou des neuroleptiques dans le pire des cas, mais les neuroleptiques c'est quand même costaud, hein, faut pas l'oublier. Mais c'est environ 80% efficace dans le traitement des personnes bipolaires. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, ou par rapport aux troubles bipolaires? Ça ne doit pas être facile à déceler quand même, parce que il y en a qui le sont plus ou moins, ou je sais pas. Effectivement, il y a plusieurs facteurs. Vous avez des facteurs héréditaires, des facteurs de fragilité émotionnelle, des divers facteurs. Je dirais que là, il faut vraiment que la personne travaille, en plus du traitement, à se connaître. Il faut qu'elle apprenne à se sentir ses limites. Il ne faut pas qu'elle bascule dans... Et à quel moment, enfin, on peut dire qu'une personne est consciente de son état, enfin, de sa bipolarité? Certaines n'en sont absolument pas conscientes et le refoulent, donc il ne faut même pas leur en parler, ça c'est hors de question. Et d'autres en sont victimes, donc c'est beaucoup plus névrotique que psychotique, voilà. Mais ça se décèle, je dirais que ça se décèle en général à l'adolescence, voilà. En général. Parce que là, vous avez un bouleversement des neurohormones, un bouleversement. Se rendre compte de ça? Bah, si l'entourage comment dire, a les connaissances nécessaires, ils peuvent s'en rendre compte. Sinon, il faut démarcher, mais... On ne peut pas s'en rendre compte. Moi, pour moi, une femme comme ça, l'agressive. Ah bah là, comme ça, prime abord, oui. Mais vous voyez qu'il y a une pathologie. Là on est dans l'anormalité. C'est-à-dire, effectivement, les gestes très stéréotypés, le visage creusé par la nervosité. On voit qu'il y a des signes... Il faut l'observer. C'est l'hystérie. Oui, ça se rapproche de l'hystérie, oui. Effectivement, bon, l'hystérie, j'aurais probablement pas le temps d'en parler, c'est dommage, mais ça se rapproche de l'hystérie, oui. Mais surtout, et c'est là que l'éducation joue un grand rôle, c'est la connaissance de soi. Effectivement, dans les milieux prolétaires, mais pas... Alors, prolétaires, je veux dire, il faut rétablir le mot prolétaire parce qu'on a longtemps cru que c'était les ouvriers, mais c'est pas du tout ce que Marx essayait de dire. Il disait que c'était le savoir des ouvriers transféré dans la machine. Donc ils sont prolétarisés dans le sens où ils sont appauvris moralement par la machine. Je dis pas que je suis marxiste, hein, mais il faut bien comprendre ce que ça signifie en économie pour qu'on puisse comprendre les effets sur la personne. Parce qu'un siècle de consumérisme, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une pauvreté morale immense. Et on ne se connaît plus. On ne se connaît plus, on ne peut pas se maîtriser. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça que la sociologie joue beaucoup dans la psychologie. Quand on connaît la sociologie, on en comprend la source. Parce que c'est vrai qu'on vit depuis, ça fait quoi? Plus d'un siècle dans le consumérisme, hein, dans le productivisme. Et je veux dire, ça a forcément des effets sur le cerveau. Forcément. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est vraiment important. Donc, on a vu les troubles bipolaires. Est-ce que j'ai rien oublié au sujet des troubles bipolaires? Non, il ne me semble pas.
Sinon que effectivement, je vous avais dit, oui, la fatigue joue un grand rôle dans les troubles bipolaires, donc il faut vraiment apprendre à se connaître. Ce que je peux dire au sujet de la fatigue qui rejoint le burn-out, qu'on va évoquer tout de suite, c'est que la fatigue, on la glorifie. On la glorifie dans le monde du travail, c'est bien d'être fatigué, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup bossé. Et puis bien souvent, quand on est fatigué, on nous dit, allez, un coup de pied aux fesses. Voilà, c'est ça. Et puis allez, Pousser un peu. oui. Qu'est-ce que c'est que ça T'es déprimé, ça veut dire quoi déprimé, hein, franchement. Un coup de pied aux fesses et puis ça repart. Et la personne va, je sais pas moi, à son poste, un ouvrier rogneur, un ouvrier métallurgiste, je sais pas, il va surproduire, il va transpirer, il va pas écouter ses signes de fatigue, et là il va épuiser son cerveau émotionnel, et il peut perdre le contrôle de sa personnalité. Donc on voit que le monde du travail, en règle générale, tout ce qui est productif, ça peut pousser au dérèglement des émotions. Voilà. Donc il faut vraiment, c'est vrai qu'on a tendance à diaboliser. Maintenant ça va mieux. Ça va mieux. Quand on dit qu'une personne souffre de burn-out, il y a du respect, mais il a fallu batailler dur quand même. Alors, le burn-out. La pression du résultat, la menace d'un licenciement, voilà quelques-uns des ingrédients du burn-out. C'est le mot d'origine anglo-saxonne qui qualifie l'épuisement psychologique et physique que subissent certains salariés. Témoignage ce soir recueilli par Isabelle Bechler et Alexandre Moncaillou. Deux cadres supérieurs brisés par le surcroît de travail. Olivier, 48 ans, contrôleur financier dans l'équipement auto. Sandrine, 50 ans, qui dirigeait un service de santé administratif dans le social. Tous deux ont disjoncté il y a 3 ans. Ils ont souffert d'épuisement au travail, ce qu'on appelle un burn-out, quand le cerveau et le corps n'en peuvent plus. J'aurais apprécié ce genre de moment aujourd'hui, parce que je me suis beaucoup repliée sur moi-même, donc je faisais un peu mon ours dans ma caverne. Mais maintenant, j'ai repris plaisir à faire la cuisine, chose que je ne faisais plus non plus, donc j'ai toujours aimé faire la cuisine. La charge de travail s'était accumulée graduellement sur les épaules de Sandrine, et son mal-être, elle ne pouvait pas le partager avec ses proches. Jusqu'à son premier malaise, voilà 3 ans. Mon médecin traitant me connaissant bien m'a alerté. Sandrine, je pense que là, tu vas dans le mur, il faut que tu lèves le pied, mais ça, je n'étais pas prête à l'entendre. 5 mois plus tard, lumbago. Sandrine a le dos bloqué 10 jours. J'avais toujours cette impression d'être indispensable, de ne pas pouvoir m'arrêter, parce que si je m'arrêtais, voilà, tout s'arrêtait. Des symptômes variables, mais quelques constantes, sommeil perturbé, irritabilité. À ma grande surprise, je suis tombé sur des dossiers que j'avais traités 3 fois de suite parce que j'avais oublié que je les avais déjà traités. Un jour, je me suis présenté au bureau, j'avais oublié mon badge et je n'arrivais plus à me souvenir quel était le nom de mon chef ou de mon service. À la fin, il y avait des signes beaucoup plus inquiétants comme des crises d'angoisse. 1 mois d'arrêt et quelques antidépresseurs plus tard, Olivier retourne travailler culpabilisé, débordé, toujours surchargé, jusqu'au très gros malaise. Le burn-out, c'est vraiment une implosion. Je suis devenu livide et mes collègues m'ont dit Olivier, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Vous avez comme une soupape de sécurité. Hop, soupape de sécurité. Tout d'un coup, j'ai eu comme un flash, me dire je ne peux plus, c'est trop dur, je ne peux plus. Il faut que tout ça s'arrête. À ce jour-là, j'ai pris des médicaments dans ma pharmacie, ma voiture, et je suis partie parce que je voulais en finir. Je suis restée 3 jours à l'hôpital et quand je suis sortie, le médecin m'a proposé de m'arrêter. J'ai dit non, je ne vais pas m'arrêter. J'ai vu mon mari tellement choqué, malheureux, mes filles aussi, donc je me suis dit il faut que je reprenne une vie normale tout de suite. Mais bien sûr. Voilà, je fais une pause. Est-ce que ça vous parle? Oui. Voilà, ça peut nous arriver à tous. Ça peut nous arriver à tous. Voilà, donc moi-même j'ai eu un mois de septembre infernal, donc j'avais totalement perdu la mémoire. Voilà, vous arrivez mardi midi, plus de mémoire, plus rien. Voilà, fini. Vous êtes plus bon à rien, vous êtes bon pour la case. Et je pense que ça vous est arrivé à un moment donné, peut-être dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a vu alors? Il y a des exercices quand même pour aider ces personnes qui souffrent vraiment. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais comment dire, est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là, justement je vais vous faire participer un peu, parce que je sens que vous vous endormez. Donc, et puis la définition, excusez-moi, la définition de la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, c'est
alors je ne vais pas approfondir ce sujet, je laisse ça à un de mes collègues, mais c'est une fracturation psychique qui fait qu'on voit des images qui n'existent pas, qu'on ressent des choses qui n'existent pas, on entend des voix. Donc là, vraiment, là c'est lourd quand même, hein, c'est lourd. Un schizophrène peut imaginer ou voir des flammes dans une salle où il n'y a pas de flammes, par exemple. Il peut entendre des voix là où il n'y a personne. Donc là, c'est vraiment très, très grave. Des hallucinations? Aussi, oui, toutes sortes d'hallucinations. Il peut vous voir avec un visage différent ou horrifique, ou enfin, c'est vraiment, c'est hallucinatoire. Mais bon, ça c'est comment? C'est curable? Non, pas beaucoup. Traité tôt, peut-être. Contrôlable, mais Un peu. c'est dur. À quel prix? C'est dur, effectivement. Donc, mais enfin, bon, ça c'est vrai que, comment dire, la psycho, je préfère laisser ça à d'autres personnes qui vous en parleront mieux que moi, je pense. Parce que la névrose, c'est vraiment un monde, la névrose. Comment traiter les symptômes des névroses, c'est très très vaste, et les psychoses, c'est aussi très vaste. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas tout faire. On peut pas, je pense qu'il faut bien connaître ses limites, parce que quand on prétend qu'on peut tout faire, on ne fait plus rien. Voilà. Quelle est la différence alors, la névrose et la psychose? Dans la psychose, vous êtes vraiment aliéné, vous vous rendez même plus compte que vous êtes malade, et vous avez l'impression d'être normal, ou voire même vous vivez dans un autre monde. Et bien souvent, pour l'insertion sociale, c'est très difficile dans la psychose, alors que dans la névrose, vous avez vraiment une conscience des souffrances qui vous arrivent, et la volonté d'en sortir. Pour en revenir au burn-out, quels sont les signes? Il parlait de perte de mémoire, là, mais aussi, est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour le burn-out? Ouais. Oui, je vais l'évoquer avec vous, justement, j'ai les notes sous les yeux. Alors, donc pour les causes, pardon. Pour le burn-out, se connaître aussi, savoir. Pour résister, il faut avoir un ego, ça c'est vraiment très important que je signale, il faut avoir un ego suffisamment puissant pour résister à la pression sociale. Voilà. Très très important. C'est-à-dire que effectivement vous êtes conditionné par votre hiérarchie, vous savez que vous devez aller bosser, vous savez que vous devez aller gagner votre vie, vous êtes pris dans un espèce d'étau où effectivement, la dame le dit très bien, elle se sent indispensable. Voilà, alors que... Voilà. Oui, mais surtout, je pense que ce qui nous prend en tenaille, c'est les impératifs financiers. Moi, je pense que quand on sait qu'on doit se nourrir à la fin du mois, il n'y a rien à faire, on se donne parce qu'on n'a pas le choix. Et bon, il y a eu des exemples, il y a eu l'affaire Conforama, où il y a eu tous ces gens-là qui étaient managés à outrance. Hein. On vous met par exemple votre photo dans la salle commune avec des visages, avec un smiley qui fait peur ou un smiley qui sourit, pour vous voyez des techniques très infantiles finalement pour dire celui-là il a mal travaillé, celui-là il a bien travaillé. C'est lamentable, c'est lamentable. Donc ça faut pas faire, et c'est vrai que c'est à cause de ça que bien souvent on se met à travailler corps et âme. Et puis qu'on se brûle. Il y a sûrement des définitions de postes qui sont très mal définies et des personnes qui ne sont pas adaptées au poste. Oui, le problème c'est que c'est vaste comme sujet. C'est vrai que c'est vaste comme sujet. Mais je vais plutôt m'atteler à définir, comment dire, donc les causes et les conséquences. Donc organisation du travail dysfonctionnel, parce que bien souvent on s'aperçoit, et surtout je pense en ce moment dans les services publics, parce qu'ils manquent de moyens, je ne les accuse pas du tout, ils manquent de moyens, et on va les démanteler pendant le démantèlement territorial, là on aura des raisons d'avoir peur. Donc là, il y aura du démantèlement et beaucoup de travail dysfonctionnel, ça arrive aussi dans le privé. Voilà. Comment dire, parce qu'en général, quand ils font quelque chose, ils le font toujours mal, donc on n'a pas de raison de ne pas s'inquiéter. Donc difficulté de communication et conflit au sein des équipes, donc ça c'est importante charge de travail, et surtout, encore une fois, on en revient au numérique, je dirais qu'avant il y avait une fracture entre la vie privée et la vie publique. La vie professionnelle, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, avec ça, on l'emmène à la maison. C'est-à-dire que cette fracture qui vous permet de lever le pied, de dire je ne suis pas au travail, je ne m'occupe pas de mes mails. Aujourd'hui, vos mails, ils sonnent dans la poche, ils sonnent. Et ça, c'est très mauvais parce que le cerveau a besoin de séquences, il travaille en séquentiel. Voilà. Le multitasking, ça c'est un mythe, ça n'existe pas. Le cerveau n'est pas du tout conçu pour travailler, faire plusieurs tâches à la fois.
Bien souvent, moi j'entends des jeunes qui disent « Excusez-moi, je vais vous choquer. Ouais, mais vous les vieux, vous êtes des bovins. Vous savez faire qu'une tâche à la fois. Nous les jeunes, on arrive à tout faire en même temps. » Alors je leur dis souvent « Vous parlez doucement les jeunes, hein, parce que bien souvent ils sont un peu rudes avec les mots. » Et je leur explique que c'est pas vrai, que c'est un mythe, que ça n'existe pas. Le cerveau n'a jamais été conçu pour faire du multitâche. Ça, c'est pas vrai. Donc ils travaillent en séquentiel. Et ça permettait au cerveau de se reposer à la maison et d'avoir cette fracture par rapport au monde du travail. Et maintenant, bah, c'est plus le cas. Donc il ne peut plus travailler en séquentiel, il travaille en séquentiel rapide, on va dire, en permanence. Je me repose, j'ai pas le temps de me reposer, je ressaute sur l'ordinateur, etc. Exactement comme je viens de faire aujourd'hui. Tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai passé ma journée à gérer mes appels, à préparer ma conférence, à faire mon truc, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc mardi prochain, je me repose. Et c'est l'anthropologue qui prendra le relais. Et comment donc le meilleur moyen, je dirais que par rapport à cette fluidité, parce qu'on arrive à une société très fluide, par rapport à cette fluidité, c'est d'opérer soi-même. Il faut intérioriser soi-même ses propres limites, parce que personne ne le fera à notre place. Donc ça passe effectivement par des outils méditatifs. Moi je ne suis pas du tout pour Mathieu Ricard, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'aime pas ce type-là. Il est de mèche avec Google, il est de mèche avec les transhumanistes. Bon, c'est encore un sujet très compliqué, mais Google ne veut pas forcément toujours du bien au monde. Par contre, je dirais que l'importation de la méditation, c'est pas idiot. Voilà, j'ai essayé de décortiquer un petit peu, parce que je me suis aperçu que dans l'utilisation que je pouvais en faire avec mes patients, par exemple, je les apprends à intérioriser leurs propres limites, et surtout à maîtriser leurs pensées. Ça, c'est vraiment important. Dans l'action de méditer aujourd'hui qui n'a rien de religieux, dans l'action thérapeutique, donc c'est ce qu'ils font un petit peu dans les grands hôpitaux à Paris, ils apprennent aux patients à bien maîtriser leurs pensées. Parce que le mental est très bavard, et si on se laisse absorber, ben on est vite happé par l'environnement. Donc ça vraiment, ça aide à structurer la psyché des individus, et je trouve que de ce côté-là, c'est vraiment une avancée majeure. J'aurais préféré que ce soit apporté par quelqu'un d'autre que cet homme-là, parce que je pense que derrière la citane se cache autre chose. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc voilà, pourquoi pas. Donc la méditation, on a vu. La sophrologie. La sophro, ça marche très bien. L'action d'avoir du dialogue avec soi-même. C'est vraiment le travail avec la psychanalyse pure. Le soir, repenser à la journée. Même pas. C'est, comment dire, le dialogue avec soi-même, c'est de pouvoir être spectateur de ce qu'on a fait, et puis surtout de... Enfin, oui. Je dis repenser dans le sens où, enfin, moi j'ai dit une fois, de chercher 3 points agréables et positifs dans la journée qui permettent de regarder sa journée de façon différente, de reprendre le contrôle. Mais là où, comment dire, là vous marquez, c'est vrai, c'est tout à fait juste, mais je pense qu'il faut savoir affronter ses peurs. Il faut savoir affronter ses peurs pour mieux, pour mieux les démanteler, pour mieux trouver la parade. C'est ça. Donc le dialogue avec soi-même, qui a proprement parlé, soit sophrologique, soit psychanalytique, soit ce que vous voulez, c'est vraiment très efficace. Attendez voir, j'en ai peut-être oublié. Donc la gestion du stress, ça on a vu. Et puis je pense qu'il faut aussi cultiver une vie sociale. Ça c'est important, parce que la vie sociale, c'est ce qui permet aussi d'avoir un retour réflexif des avis des autres. Ça c'est vraiment important pour savoir aussi se connaître soi-même. Ça passe aussi par la relation avec l'autre. Donc, quand on est seul, on ne trouve pas toujours les solutions, on ne trouve pas toujours... alors je vais vous parler de quelques, très rapidement, de quelques symptômes. Des douleurs abdominales, donc crise d'angoisse, douleurs abdominales, diarrhée, céphalée, brûlure gastrique. Bon, ça, les migraines, c'est évident, mais les migraines, c'est un peu pervers, ça arrive après coup. Hein. Ça arrive après coup, ça arrive après l'effort, et après vous êtes cloué au lit où vous ne pouvez plus allumer la lumière. Ça retentit bien sûr sur les conflits familiaux, problèmes de couple. Donc on a vu tout ça. Voilà, donc les conseils, reconnaître les signes avant-coureurs, se libérer de la culpabilité, parce qu'effectivement, vous aviez raison, je ne sais plus qui l'a dit, on n'est pas indispensable. Se ménager des temps pour soi, ce qui n'est pas forcément évident. Je pense que parfois, il faut savoir fuir. En un mot, je dirais ça. Voilà. Parfois, il faut savoir fuir. Quand on est pris dans une espèce de
de labyrinthe psychologique où on se dit oh ben non, il faut que je reste et puis je suis indispensable. À un moment donné, il faut avoir le réflexe de tout poser par terre, là, comme ça, vous prenez votre pile, hop, vous sortez, vous montez dans votre voiture et vous partez. Et il faut arrêter de penser. Et ça, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais vous montrer quand même juste un cas d'hystérie collective, et puis après j'arrêterai là. Et puis ce sera L'actualité à l'étranger avec les premières images en Corée du Nord. Là, c'est le dernier. De Kim Jong-il, l'ex numéro 1, mort il y a 3 jours, des poules qui reposent dans ce cercueil de verre. Les dignitaires du régime viennent lui rendre hommage. Ce qui a frappé les esprits depuis hier, ce sont ces scènes de pleurs, voire d'hystérie collective. Sincérité ou mise en scène, comment faut-il interpréter ces images? Lubna Naki. Un escalator devenu lieu de pèlerinage. Kim Jong-il a été vu ici juste avant sa mort. Des scènes de pleurs et d'hystérie parfois surréalistes qui tournent en boucle sur la télévision d'État. Pleure-t-il vraiment? Celui qui à l'étranger est qualifié de dictateur et de dirigeant mégalomaniaque. Il voit à travers les yeux du leader, il pense à travers l'esprit du leader, il décide à travers la volonté du leader, et à ce moment-là, quand le leader meurt, c'est comme si on leur arrachait les yeux, c'est comme si on leur arrachait la tête, ça fait mal. Une douleur presque logique dans un pays où l'endoctrinement commence dès le plus jeune âge. Avec des entraînements et des spectacles inimaginables pour le reste du monde. Voilà, je fais une pause. Mais effectivement, le monsieur m'a volé toutes mes idées. Et ben c'est exactement ça. Il a dit ça, voilà, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a déjà pillé toutes mes idées. Donc il a parfaitement raison, ce monsieur. Là, on s'aperçoit que tout le monde pense à travers, c'est quasi du droit divin, hein, c'est de droit divin. Donc ces gens-là cessent d'exister et finalement, l'hystérie collective, ça vient aussi de la foule. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, quand on a étudié Gustave Le Bon, la maçonne-psychologie de Freud, la théorie des foules. Quand on est en foule, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. On se laisse emporter dans une espèce de suggestion émotive, comme dans les concerts ou des choses comme ça, qui fait qu'effectivement, on représente un corps social qui réagit et pense différemment. Alors, bon, voilà, donc c'est le mot de la fin, j'ai pas pu tout faire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y avait trop de choses. C'est mon vache. C'est ça, moi, c'est ce que j'allais dire. Mais voilà, est-ce que vous avez eu un sentiment d'indigestion Non, c'est très bien. Non, ça va. Non, ça va. J'ai essayé d'être, on va dire, relativement soft. Et puis surtout, donc j'espère que vous repartirez riche d'idées, riche de concepts, que ça puisse vous servir. Et puis l'année prochaine, la semaine prochaine, le 25, c'est l'anthropologue qui vient. Et c'est très intéressant parce qu'il peut parler de l'évolution des familles en Europe, au cours des âges, l'immigration, etc., l'intégration, l'identification. C'est vraiment quelqu'un, moi j'avais déjà vu l'année dernière, qui est très pointu, très cultivé, enfin c'est vraiment tip-top pour comprendre des choses, je vous le conseille. Voilà. Et puis, oui, c'est la semaine prochaine à 19h30, mais pour ceux qui ne peuvent pas venir, je comprends. Je comprends. Voilà. Ça, c'est une excuse. Bon, j'espère que ça vous a plu. Merci. Merci. Merci beaucoup. Non, c'est son collègue le chinois, vous savez comment il s'appelle, Chen, qui travaille chez Google. C'est ce groupe-là. Mais les autres, je connais. Après, il faut faire preuve de discernement. Je crois que c'est ça qui est le plus dur. Regardez la faculté du discernement. Ça y parlait des phobies, vous voyez, je monte dedans. Trop de choses.
Des exemples je pense à quelqu'un Bon, je suis content que ça vous ait plu. C'est vrai que ça donne beaucoup de mal, mais ça fait plaisir quand vous pensez à